s'il vous plaît, monsieur, mesdames. Comme vous connaissez déjà, nous avons notre cher ami Doc Marmotte. Bienvenue à toi. Comment vas-tu? Salut Anto, ça roule et toi? Très bien. Ça fait plaisir de t'avoir ici. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas revu, je Toujours pense. un plaisir de venir et ça m'a fait super plaisir de voir que tu parles enfin des données qui sont récoltées par Stephen. Parce que ça, personne n'en parle. Exactement. Ouais, exactement. Donc j'espère pouvoir faire une interview avec l'équipe pour être honnête. Mais de toute façon, j'aimerais vraiment pouvoir faire une vidéo parce que c'est tellement incroyable en fait comment toutes les données qu'on peut récolter là derrière. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de sujets, beaucoup de choses à discuter. Donc très intéressant. Mais ce soir, on va parler de Art Can Die. Et toi, tu es avec nous ce soir pour pouvoir poser quelques petites questions aussi au projet. Donc vraiment super cool. Et puis on a déjà que des petites ou des très bonnes questions, comme d'habitude. Alors, on va aussi accueillir, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, avec nous ce soir, notre cher ami Jean-Marc. Salut à toi. Bonjour à toutes et à tous. Magnifique. Bienvenue sur le live. Et puis, on a également Rome avec nous ce soir. Bienvenue aussi sur le live. Je sais pas. Ah, tu as ton micro coupé au cas où. Oui, c'est bon, pardon. Excusez-moi, je suis en voiture, alors j'aurai peut-être un peu de lag, mais je vais écouter. S'il y a besoin, faites-moi signe. Je suis magnifique, là. Super, parfait. En tout cas, bienvenue sur le live. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre également qui va nous rejoindre ce soir ou est-ce qu'on est les quatre? Il y a Win qui doit encore nous joindre. Très bien, parfait. Alors, on va, au moment même qu'on le dit, Vane nous rejoint. Donc, du coup, messieurs, mesdames, on va aussi également accueillir avec nous ce soir Vane. Bienvenue. Ah, il est transparent. Je ne sais pas si il nous entend. Il n'y a pas de réseau de ton côté, visiblement. Il n'y a pas de réseau. Ah oui, il n'y a pas de réseau de son côté, en effet. Peut-être qu'il faudra faire un petit restart de ton côté, Vane. On va peut-être juste attendre quelques petites secondes. Et puis sinon, voilà, il va sûrement revenir du coup. Mais du coup, on pourra peut-être déjà commencer avec... Alors, on a déjà eu la chance d'avoir une présentation du projet total, hein, avec énormément de personnes de l'équipe qui sont venues nous rejoindre. Donc ça, c'était vraiment incroyable. Et puis pour toutes les personnes qui n'ont pas pu avoir l'honneur de voir l'interview, n'hésitez pas, elle est sur notre chaîne YouTube. Si vous avez assez de temps à consacrer, un petit peu plus de presque 4 heures d'interview, c'est la vidéo à aller regarder justement sur YouTube. Voilà, on a Vane avec nous. Est-ce que tu nous entends, Vane? Est-ce que tu nous entends? On dirait pas. Pourtant, tu as de l'internet de ton côté. Ok. Tac. Résoudre ce problème de ton côté. Peut-être qu'on peut... Peut-être qu'on peut déjà commencer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Doc et Jean-Marc, Rome aussi. On peut peut-être déjà commencer avec une petite présentation. Moi, je propose. Ok, très bien. Jean-Marc, est-ce que tu voudrais te présenter déjà pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'opportunité de te connaître et puis après, on pourra parler un petit peu plus justement sur Art Can Die. Oui, très bien. Donc voilà, donc je suis Jean-Marc Gossens. Donc je suis à la base, je suis avocat. Je suis avocat d'affaires depuis bien longtemps en fait, et j'ai commencé ma carrière en tant qu'avocat, en tant que conseil de sportif. Donc j'ai eu des joueurs de tennis, joueuses de golf et surtout des pilotes automobiles et puis finalement beaucoup d'activités en Formule 1 où j'étais le conseil de pilotes et d'écuries de Formule 1. Et pour vous situer un petit peu l'époque et le contexte, c'est moi qui ai rédigé le premier contrat de Michael Schumacher en Formule 1. Et donc, tout ça pour dire que je me suis toujours intéressé aux technologies et aussi à l'international. Et donc, en 2008, donc c'est-à-dire la crise financière, la crise des subprimes, j'ai réuni des investisseurs français et belges et on est parti aux États-Unis. Et on a investi, on a créé des fonds d'investissement en fait. On a investi dans l'immobilier puisque l'immobilier était très bas et le dollar était très bas aussi. Et je suis actuellement toujours manager de certains fonds d'investissement aux États-Unis. Je suis aussi professeur d'investissements internationaux, professeur invité à la Singapore Management University.
Ça, c'est en gros ma carrière. Et puis alors, évidemment, quand la blockchain est apparue et les cryptos, je me suis tout de suite intéressé et puis passionné par ce domaine. Et j'ai commencé à me spécialiser là-dedans. Et puis, c'est ensuite que j'ai rencontré Gaël Boven, donc qui est un des trois cofondateurs, donc des deux autres cofondateurs avec moi. Et Gaël, lui, sa caractéristique, c'est qu'en fait, il est prof de maths et de physique, en plus d'avocat. Et donc ça, c'est vraiment très, très rare parce que nous, les avocats, généralement, on est plutôt des littéraires. Donc, j'ai vu là tout de suite qu'il y avait beaucoup de possibilités. Et alors, on a décidé vraiment de créer un cabinet d'avocats spécialisé en crypto, en blockchain. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment suivi de A à Z des dossiers de création de crypto, et ça nous a vraiment appris beaucoup, ça nous a mis dans le bain. Et puis alors l'idée de Arkendai, elle est vraiment née avec la rencontre avec Wayne Traub, donc qui est un artiste. Voilà, il est vraiment un artiste. Il est vraiment reconnu surtout dans le monde du théâtre en tant que metteur en scène de théâtre. Il est aussi professeur. Il étudie l'histoire de l'art, mais il va se présenter lui-même dès qu'il arrive. Je ne sais pas s'il est déjà là. Et c'est notre rencontre à trois avec nos expériences différentes. Et c'est là où on a eu l'idée de créer Arkendai. Magnifique, super. Alors malheureusement, il n'est pas encore avec nous, Wayne. Il n'est pas encore là avec nous, mais il va sûrement pas tarder. Je pense qu'il a peut-être un petit problème technique. En tout cas, magnifique, très très jolie présentation. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expérience sur ce côté-là, en tout cas, assez fou. Et puis d'ailleurs, dans l'équipe d'Arkendai, j'ai l'impression que tout le monde, ils ont quand même un certain background et ils ont presque 2 vies au moins. C'est assez fou. Voilà, oui, on a attention. Très jeunes aussi on a de très jeunes aussi dans notre équipe, mais on a tous au moins 2 vies professionnelles. Exactement, ouais, tout à fait. Voilà, magnifique. Est-ce que Ram, tu voudrais te présenter aussi rapidement, sauf si tu es dans la voiture, c'est peut-être un petit peu embêtant, ou sinon après, on peut directement partir avec Doc également. Alors, je pense qu'il est encore peut-être en route. Doc. Mais Romain, c'est notre spécialiste NFT, hein, donc juste, il va se présenter tout de suite dès qu'il est en meilleures conditions techniques pour parler. Mais donc Romain, c'est notre spécialiste NFT. Et en fait, il est commissaire-priseur et donc il est maintenant spécialisé dans le domaine des NFT. Donc en fait, on a une équipe très complète. En fait, on part du principe qu'on ne peut pas tout connaître et comme je l'ai dit, à la base, on est 2 avocats, spécialisés en crypto et en blockchain, mais on n'est pas vraiment des techniciens. Et puis un artiste qui a beaucoup d'expérience dans le domaine de l'art, parce qu'il faut savoir que Wayne, il a par exemple été en haut de l'affiche du théâtre de Paris pendant 7 années, et donc il dirigeait des troupes de 80 personnes. Donc on est tous les 3 fondateurs, on est vraiment aussi des bons gestionnaires. Et on a alors une équipe aussi fantastique et Romain en fait partie. Et puis on a aussi, par exemple pour l'aspect NFT, on a aussi un expert blockchain très très renommé. C'est le docteur Kerr Finlobate. C'est vraiment il est docteur en mathématiques, chercheur en blockchain. Il est consulté notamment par IBM blockchain, et donc c'est lui qui va aussi qui nous conseille sur l'aspect vraiment technologique des NFT, par exemple, puisque c'est de ça qu'on parle maintenant avec Romain. Et Romain, lui, s'occupe plutôt de l'aspect, je dirais, mise en vente, opportunité de marché, et avec Wayne, avec les contacts avec nos artistes. Bonsoir Jean-Marc, je ne sais pas si tu m'entends, parce que j'ai l'impression. Oui. Bonsoir. Ok, oui, bonsoir. Très bien, bonsoir. Moi, c'est Doc. J'ai l'impression qu'on a perdu tout le monde. Enfin, moi, je vois. Il n'y a plus que toi pour moi sur l'écran. Je suis très content que tu sois encore là parce que j'avais l'impression d'être tout seul tout d'un coup. Et bien, du coup, enchanté. Donc, pour faire une rapide présentation de mon côté, eh bien, je suis tombé dans l'univers blockchain en 2016. Alors, la technique, donc j'ai un gros background, on va dire, au niveau de l'IT. J'ai
touche aussi bien au niveau de la technique, de la sécurité, de l'architecture, enfin bref, un background assez généraliste et étendu, autodidacte de nature. Et depuis quelques mois maintenant, je suis devenu full-time crypto. En fait, je suis revenu, on va dire, je me suis réintéressé très fortement au secteur de la crypto en 2019. Parce qu'au début, pour moi, en 2016, il y avait que la partie trading et je ne suis pas du tout spéculatif. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la technique là-dedans. Et du coup, eh bien maintenant, je fais de la vulgarisation, je fais des petites vidéos, des interviews comme ça régulièrement aussi avec Anto. Et je travaille, on va dire, de manière totalement transparente. Je ne suis pas dans le shield marketing, quoi. Ok, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, mais en effet, je fais partie de tes suiveurs. Merci bien. Bon, j'espère que ça sera. Je ne pense pas. Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on ça y est, m'entend? t'es revenu. On m'entend? Oui. Ok, ok. En fait, entend. je ne comprenais pas ce qu'il y avait, justement. Je suis navré. J'étais en train d'envoyer un message à Doc en lui disant il faudra que tu poses des questions parce que je n'arrive pas à revenir. Navré pour ce petit problème technique. Alors, merci bien du coup, Doc, pour la présentation. Est-ce que du coup, Vane, on t'entend? Oui, je suis là. Est-ce que vous Ah, m'entendez? magnifique. Ah, On génial. t'entend très bien. Oui, Bienvenue j'avais le sur même le live. problème, j'arrivais pas à rentrer dedans. Hein. Donc, Ouais, je ne sais pas comment ça se fait. Il y a peut-être un petit souci en effet quelque part. Oui. Est-ce que tu veux peut-être te présenter également? On a déjà Jean-Marc qui a dit déjà 2-3 petits mots, mais peut-être que tu peux Oui. rajouter encore quelque chose. Oui, donc je m'appelle Wayne Trop, je suis artiste d'origine. J'ai été surtout reconnu en tant que metteur en scène de théâtre, mais en fait j'ai eu une formation en tant que metteur en scène de cinéma. J'ai fait une école de cinéma pendant 4 ans. Et après cette école de cinéma, j'ai fait l'université de Gand et l'université de la Sorbonne pour devenir historien de l'art aussi. Donc en total, j'ai étudié pendant 9 ans. Là, j'ai aussi fait une spécialité dans l'art contemporain et bien sûr dans le théâtre aussi. Dans ma dernière année, j'ai écrit aussi un manifeste du théâtre de l'animalité. Je me suis concentré sur tout ce qui est le théâtre rituel et l'art rituel en général. Ça veut dire que c'est l'utilisation des éléments tribals, rituels dans les arts. En fait, c'est quelque chose dans lequel je me suis fort intéressé et tout ce qui est lié à l'anthropologie. Après mes études, j'ai donc commencé à faire de l'art. J'ai toujours combiné plusieurs disciplines. J'étais reconnu pour inventer l'opéra cinéma, comme on l'appelait mon œuvre. C'est que je l'utilisais du cinéma sur scène en mélange avec du théâtre. Ça veut dire qu'il y avait des acteurs, des actrices sur scène qui jouaient du théâtre en même temps qu'il y avait un film derrière eux qui était aussi un vrai film. Pas simplement des vidéos décoratifs derrière les acteurs, mais vraiment du cinéma qui se jouait en même temps que ce qui se passait sur scène. Donc pendant je dirais 9 à 10 ans, mes pièces de théâtre ont été montrées partout en Europe et j'étais tête de l'affiche Théâtre de la Ville de Paris, qui est le théâtre le plus important pour le théâtre contemporain. Hors de tout ça, comme le théâtre est quand même un métier ou un art très multidisciplinaire, j'ai toujours travaillé aussi avec des grands orchestres. J'ai aussi écrit de la musique avec quelques compositeurs et disons, quand j'ai commencé à donner des cours en Chine, à partir de 2008, je me suis commencé à m'intéresser à tout ce qui est l'art en Asie. Et un peu plus tard, j'ai rencontré la femme de ma vie et donc depuis, j'habite aussi en Thaïlande et j'ai commencé à collecter de l'art asiatique. Et c'est en fait en rencontrant Jean-Marc qu'on a commencé à rêver de Arkendai et qu'on a créé Arkendai. Donc voilà, en plus vite possible, un raccourci sur ce que j'ai fait en tant qu'artiste et en tant qu'organisateur d'art. Magnifique, super. Merci bien pour cette présentation. Et Merci. il y a aussi en effet il y a un troisième aussi fondateur, hein, parce que ça a été posé aussi comme question dans le chat. Donc Gaël Boven qui n'est pas avec nous ce soir, il était occupé avec autre chose.
qu'on va peut-être pouvoir aussi un petit peu aborder ce soir. Ça peut être assez intéressant. Romain, du coup, est-ce que tu veux aussi dire encore un petit mot avant qu'on parte sur des questions sur le projet? Alors tout à fait, je suis désolé, j'étais en voiture avec un téléphone qui vient de mourir, donc j'ai changé de téléphone. Voilà, ça Aucun me donne souci. l'occasion de C'est mettre des... un nouveau téléphone, c'est magnifique. Donc moi, alors j'ai entendu absolument rien du tout de ce qui s'est passé avant, mais je vais vous présenter mon parcours, puisque d'après ce que j'ai compris, c'est ça. Donc moi, je Exactement. suis dans le marché de l'art depuis 15 ans, je suis commissaire-priseur actuellement pour une grosse société de vente aux enchères à Paris, et j'ai développé en parallèle de ça, et depuis pratiquement 2 ans, une activité de conseil liée à la blockchain et au NFT, et surtout ceux en rapport avec l'art, parce que comme vous le savez peut-être, il y a plusieurs types de NFT, il y a les collectibles, il y a les PFP, etc., etc. Mais nous, on se concentre avec Art Kandai uniquement sur les NFT artistiques, d'artistes vivants, qu'on accompagne dans le physique et dans le numérique. Et comme je le disais hier soir, en fait, ça nous permet d'alterner entre des expositions physiques et virtuelles, ce qui est très agréable pour ceux qui ne connaissent pas ce monde-là. Et ça nous permet de les accompagner via des ressorts du marché de l'art qu'on connaît tous, c'est-à-dire une exposition avec des objets ou des tableaux exposés où des gens viennent, etc. Et peu à peu, on va les accompagner vers le virtuel, vers éventuellement le métaverse, pour faire le pont entre ces deux mondes. Et c'est mon travail chez Art Kandai. Voilà. Magnifique, super. Et je pense que tu as très bien dit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes finalement qui ne viennent pas du tout de ce monde, comme typiquement moi, qui sont très rapidement finalement intéressés par ce milieu grâce à ce projet de Art Kandai. Et c'est ça que moi je trouve quand même assez fascinant finalement, c'est de se dire que on peut attirer des gens qui ne viennent pas du tout en fait finalement de l'art, mais qui puissent quand même finalement s'y intéresser, parce que c'est vrai que sinon on n'en parle pas vraiment dans le Web 2 en général. En tout cas, on n'essaie pas vraiment d'attirer de nouvelles personnes, surtout pas les jeunes, j'ai l'impression. Donc voilà, magnifique. On a Doc Marmotte avec nous ce soir qui va du coup poser pas mal de questions aussi sur le projet. Donc Doc, j'ai presque envie de te dire, je te donne le micro. Vas-y, pose-moi des questions. Merci. Alors, moi, ma première question, toute bête, c'est donc vous avez parlé rapidement de comment vous vous êtes rencontrés, etc. Et tout à l'heure, Wayne a dit que en fait c'est comme ça qu'ils s'étaient mis, enfin que vous vous étiez mis du coup ensemble à rêver de Art Kandai. En fait, moi j'ai envie de dire, ce rêve, comment il est arrivé, de quelle problématique vous êtes parti, ou de quelle solution vous avez voulu apporter. C'est quoi l'étincelle qui a déclenché ce petit feu? Eh bien, en fait, l'étincelle, c'est vraiment quand Wayne nous a parlé, quand Wayne m'a fait part d'un problème actuel des artistes, c'est-à-dire que, en fait, les artistes, ils ont besoin de producteurs, c'est-à-dire de personnes qui les financent. Et les producteurs actuels, c'est ça le problème, recherchent des artistes ou des projets artistiques qui peuvent rapporter beaucoup d'argent très très vite, mais sans vraiment se soucier de la qualité de l'art qui est à financer. Et donc, Wayne en parlera, citera un exemple tout à l'heure, où des producteurs demandent combien est-ce que cet artiste a de followers, mais n'essayent même pas de voir, d'écouter le travail de l'artiste. C'est problématique on a commencé. Je suis là. Est-ce que je continue à parler? On m'entend? Moi j'entends, oui. Voilà. Il y a eu. Je suis vraiment navré. Je crois qu'il y a en effet des petits soucis techniques de mon côté. Voilà, j'entends de nouveau. Je suis navré, Jean-Marc. Non, pas de souci, Ça a pas coupé de juste souci. à peu près 10 secondes. Oui, Ok. oui, vas-y. Pas de problème. Donc, en fait, oui, il m'a fait part de ce problème des artistes, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal à trouver des fonds parce que les producteurs ne font pas attention à la qualité, mais essayent de trouver des projets qui vont rapporter beaucoup d'argent et très vite. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir et puis qu'on se dit, mais pourquoi parce qu'il est important que vous sachiez, en fait, moi, je suis pas uniquement, à la base, je suis pas, comme j'ai expliqué sur ma carrière, entre guillemets, je ne suis pas à la base un avocat blockchain parce que j'ai commencé avant la blockchain. Et donc, ma spécialité, ce sont les investissements internationaux. Donc, quand Wayne est venu me voir, en fait, on pensait, c'était pas pour une histoire de crypto, c'était pas pour créer une crypto, c'était plutôt pour voir comment financer
des œuvres artistiques. Et c'est là où on a eu l'idée, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une crypto qui permettrait de financer des projets artistiques de très grande qualité et exceptionnels sans devoir passer par le circuit classique des producteurs artistiques qui ne répond plus à ces besoins. Parce qu'en fait, des artistes de qualité, des projets de qualité, ça demande beaucoup de temps à se créer. Et maintenant, tout doit aller très vite et rapporter beaucoup d'argent. Mais oui, tu peux peut-être continuer là-dessus Oui, pour nous bien expliquer. mais c'est ça, je trouve que ce que tu disais très correct de dire ils n'ont plus le temps, mais tu le disais dans un autre contexte, mais de répondre en fait. Moi, j'ai vu ça et entendu ça de plusieurs artistes autour de moi, c'est que les maisons de production, autant je parle surtout de la musique et dans le cinéma, ne font même plus l'effort de te répondre, les mails, ils sont ou trop occupés avec des projets qui doivent ramener tout de suite de l'argent et n'ont plus dans leur budget et dans leur philosophie le développement des artistes en long terme. Je vous explique, quand moi j'ai commencé en fin des années 1995 et après, c'était clair que quand on parlait avec des maisons de disques, des labels ou des maisons de cinéma, c'est que quand tu parlais avec eux, on parlait d'une collaboration sur 3, 4, 5 films, albums, etc. Aussi, quand tu parlais avec une galerie, c'était vraiment une collaboration en long terme. Et il y a eu, à partir des années 2000 et plus tard, quand même un développement qui devenait de plus en plus produit par produit et pas artiste par artiste. Donc, on parlait simplement de qu'est-ce que tu vas faire en tant qu'artiste, quel projet tu vas faire et combien ça va ramener. Et c'est devenu de pire en pire jusqu'aux journées aujourd'hui. Maintenant, quand tu parles avec une label, j'ai vu ça en parlant pour un album d'un artiste avec qui on avait travaillé, parce que j'ai aussi créé une label de musique il y a 5 ans. Et j'ai parlé avec le directeur de Universal, Dominique Go, à Paris, et il m'a dit cet album que tu me présentes ici, c'est peut-être même un des plus beaux albums que j'ai entendu les 15-20 dernières années. Je croyais, ok, on y est, on va avoir un contrat avec Universal. Mais il dit tout de suite, il m'a répondu, mais ton artiste n'a aucun follower sur Instagram, YouTube. Et j'ai répondu non, c'est quelqu'un qui s'est occupé de son art pendant 5 ans, qui a voulu développer un super album. Mais c'est pas quelqu'un qui s'est occupé de ça. Et il dit, mais c'est pour nous la base des collaborations aujourd'hui. Donc, il dit, il lui disait même, parce que lui-même, il venait de la vieille, il avait encore travaillé avec Gainsbourg et Jim Birkin, etc., etc. Mais il dit, mais aujourd'hui, la philosophie dans l'entreprise chez Universal, c'est que si un artiste a minimum 1 million de followers combinés avec Instagram, YouTube, Twitter, etc., c'est là qu'on va écouter l'album. C'est de là qu'on va écouter la musique. Et on préfère de soutenir un artiste qui a ce nombre de followers avec un album qui n'est pas bien et qu'on n'aime pas, que d'investir dans de quelqu'un qui a fait un super album, mais qui pour nous coûtera beaucoup d'années et beaucoup d'argent pour le faire d'abord, de créer un following et un fanbase. Donc, moi, ça m'a fort surpris, mais en même temps, je comprenais d'un coup comment le monde d'aujourd'hui tournait et comment tout se passait, en fait. Il n'y a plus d'investissement en long terme en artistes. Autant dans le monde, donc disons privé, des grosses boîtes d'art et de cinéma, mais autant dans les subventions en fait. Là aussi, quand je commençais, j'ai eu la chance en Flandre qu'il y avait vraiment une philosophie de développement d'artistes. En disant ok, on va d'abord donner une subvention de projet, un petit projet que tu pouvais avoir, disons, pour 1 000 €, un peu d'argent pour faire une pièce de théâtre, mais tu pouvais continuer avec la prochaine pièce et grandir de plus en plus. Et c'est comme ça que moi, j'ai pu développer mon théâtre année par année. Et je crois que ça m'a pris 7 ans. Aïe, aïe, aïe. Je suis navré, Voilà. Vein. Oui. Je sais.
pas ça, non, je crois que oui, Ça coupe tous les 5-6 minutes, on a l'impression, Ouais. et on entend parfait de nouveau. En fait, Ok, c'est ça va. s'arrêter avec les 1000 euros en Flandre. C'est ça. Ah oui, ok. Donc après, j'ai pu continuer. Donc après que j'ai eu ces premiers 1000 euros, j'ai redemandé de l'argent et tout se passait très bien. J'avais aussi des soutiens d'autres théâtres qui avaient aussi des subventions et comme ça, en 7 ans, j'ai pu grandir de ces 1000 euros à avoir 800 000 euros par année en tant que structure. Et je trouvais ça formidable en fait et c'était un système que je trouvais encore quand je revois ça 20 ans plus tard qui était magnifique et qui a vraiment mis en route des grands artistes comme Wim van de Keibus, Sidi Larbi-Cherkaï, tous des artistes flamands qui sont devenus mondialement connus à cause de ça. S'il n'y aurait pas eu ça, s'il n'y aurait pas eu cette façon de développement, je suis certain que ces artistes n'auraient jamais été où ils en sont aujourd'hui. Maintenant, aussi dans les subventions, en fait, il n'y a plus ça. C'est devenu très politisé. C'est presque, il faut presque avoir quelqu'un dans la famille ou très amical dans la partie politique qui est au pouvoir à ce moment-là pour avoir ce sort de subvention. Donc, et surtout aussi l'argent prévu pour ça est en 20 ans, je ne sais pas combien de fois diminué, mais c'est plus la même chose qu'il y avait avant. Donc, ces deux éléments qui a en fait plus cette vision de long terme et que les artistes sont tout de suite pressés à être d'abord tout de suite visibles sur l'internet par leur propre chaîne, tandis qu'à la base, l'art demande du temps. C'est souvent un investissement personnel de 5 à 10 ans pour créer justement ce style unique. Pourquoi un artiste devient reconnu? C'est parce qu'il est unique dans son style. Et ce développement de ce style, ça prend du temps. Et tu n'as pas le temps à être tout le temps sur Internet en train de te vendre tout de suite. Parce que les gens doivent faire maintenant. Et c'est pour ça que je trouve souvent dans l'art que je vois sur Internet. Hop là. On est là. Voilà. Et ça Voilà. revient. Oui. Donc l'art qui est sur l'Internet aujourd'hui est souvent un art médiocre qui est au premier degré, qui je suis certain, ne va pas survivre très longtemps. Ce sont des artistes et de l'art du moment même et qui seront reconnus un peu pour l'instant, mais dans quelques années, personne ne les reconnaîtra encore. C'est un peu comme le système qu'on voit à la télé, qu'on appelle ça le France has Got Talent, The Voice, hein, pour la musique. Chaque année, il y a un grand concours et alors il y a plein de chanteurs et de chanteuses qui viennent se présenter. 2 ans plus tard, on ne se rappelle plus qui a participé et qui a gagné. C'est le moment même qui est important. Les quelques gagneurs de danse vont avoir un peu d'attention et des possibilités dans la première saison qu'ils ont participé et après ils disparaissent. Il n'y a plus des France Gall, il n'y a plus des Gainsbourg. Donc voilà. De cette croyance, moi je crois, j'ai toujours cru en l'art dans le long terme, qu'il faut développer des artistes, qu'il faut investir longuement pour en recueillir les fruits plus tard. Et il n'y a plus de système. Donc, et s'il n'y a pas ça, l'art va mourir. Art can die si on n'investit pas en long terme. Et c'est cela que j'ai parlé avec Jean-Marc, que j'ai partagé, et que Jean-Marc m'a dit, ah oui, mais pourquoi alors parce que je parlais de ce problème très spécifique, il dit, mais pourquoi tu ne crées pas un crypto et que tu travailles parce qu'en fait, peut-être que là, il y aurait une possibilité de créer un système pour se mettre justement dans ce void dans le financement des artistes. Et voilà qu'on a créé Art Can Die. Okay, c'est vrai que c'est tout un métier. Hein. C'est tout un métier de faire oui. Du média et de faire en sorte que les réseaux augmentent. Donc c'est vrai que c'est un gros problème aujourd'hui depuis. Bon, je vais prendre le relais. Je crois qu'on a perdu Anto. Oui. Ok. Donc, du coup, effectivement, je partage ton point de vue, hein, pour être tout à fait honnête. Effectivement, on est beaucoup. Ça y est revenu. Donc oui, effectivement, on est beaucoup sur de l'éphémère. Hein, enfin,
on nous bassine pendant un été avec un groupe et puis l'été d'après il a disparu. Je te rejoins tout à fait. Du coup, l'idée de votre projet, si j'ai bien compris, c'est de pouvoir redonner vie aux artistes tels qu'on les a connus, on va dire jadis, c'est-à-dire qui ont des vraies carrières, qui restent là, qui s'inscrivent dans le temps. Donc, vous allez. Oui. L'objectif, c'est donc du coup de pouvoir accompagner enfin, peut-être pas spécialement des jeunes artistes, mais d'accompagner des artistes sur le long terme. Et vous avez choisi de passer par la crypto. Alors, Oui. concrètement, comment vous allez mettre ça en place? Moi, voilà, demain, je suis un artiste. Hein, je me lance dans la chanson. Et donc, bon, pour la petite blague, ceux qui me suivent savent que j'ai fait une petite chansonnette humoristique en NFT. Voilà, disons que je vais lancer ma carrière. Comment vous allez m'accompagner? Je viens vous voir et écoutez, moi j'ai 0 follower, j'ai un petit compte pourri, regardez mon NFT, il a quand même fait rire tous mes amis, tout ça. Est-ce que vous pensez pas qu'on peut faire quelque chose? Comment vous pouvez m'accompagner? C'est ça. En fait, tu dois envoyer un email à Arkendai et on va le forwarder à Wayne. Comme on l'a vu, comme on l'entend, Wayne est vraiment un spécialiste d'art et c'est lui qui est à la tête de la section art de Arkendai et donc il est aidé, il a aussi des conseillers artistiques et en fait on va sélectionner, on va voir si tu réponds à nos critères. Donc on ne va pas financer, on ne va pas aider, on ne va pas promouvoir n'importe quel artiste. Il doit d'abord être un artiste de talent et il doit aussi proposer à Arkendai un projet exceptionnel. C'est-à-dire, si je prends un autre exemple, c'est-à-dire un peintre, un peintre, s'il nous demande de le soutenir, de le financer pour créer une nouvelle peinture, on va lui dire pourquoi est-ce que tu as besoin de nous? Ça, tu peux le faire sans nous. Mais on va plutôt essayer de trouver avec ce peintre, s'il a du talent, si on trouve qu'il a du talent, on va essayer de développer un projet qu'il n'aurait pas pu réaliser sans nous. Et comme ça, je peux juste citer un exemple. Par exemple, on a un artiste qui s'appelle Mupan. C'est un artiste d'origine taïwanaise et il est américain. Il vit aux États-Unis. Il est très bien coté. Hein. Ça, Wayne va confirmer tout de suite. Il est déjà fort connu. Mais en fait, il ne crée que 3 tableaux par an parce qu'il lui faut beaucoup de temps pour créer, pour imaginer et réaliser ces tableaux. Et il ne crée que des tableaux. Et en fait, avec Arkendai, on a réussi à le convaincre, et quand je dis on, c'est pas moi, c'est plutôt Wayne et son équipe, à créer des sculptures. Et en fait, il s'avère que de créer des sculptures, c'était un petit peu son rêve, mais il n'avait pas le temps, les moyens de créer des sculptures. Et donc, Arkendai a l'exclusivité, maintenant, l'exclusivité mondiale des créations de statues de Mupan. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et Wayne, tu peux peut-être en donner d'autres. Oui. Juste peut-être avant, pour préciser, un peu, même pour moi et peut-être je pense pour les auditeurs, quand vous dites que vous avez l'exclusivité, ça veut dire quoi concrètement en fait? Ah ben ça c'est un contrat, donc rédigé par nous, puisqu'on a déjà 2 avocats dans l'équipe, entre Arkendai et l'artiste. D'accord, donc c'est-à-dire que pour vendre ses œuvres ou pour les exposer, il doit systématiquement passer par vous et vous toucher une commission, j'imagine, pour chacune des rentes qu'il a derrière, quoi. C'est ça. C'est exact pour les œuvres que nous lui permettons de créer, c'est-à-dire pour l'œuvre qui est au contrat, hein, c'est-à-dire l'œuvre que nous finançons. Ok, d'accord, super, merci pour les précisions. Oui, et surtout, donc on accepte avec l'exemple de Mupan, on a investi aussi dans tout le développement de la création des sculptures. Parce qu'une chose qui est assez certain, c'est que le développement de sculptures est assez cher à cause des matériaux et du développement physique de chaque objet. Donc là, dans l'exemple de Mu, il dessine et crée tout le dessin en 3D. Et nous, en fait, on investit dans la collaboration avec là, dans son cas, c'est créer
avec une maison spécialisée dans tout ce qui est les bronzes, mais aussi les statues qui sont imprimées en 3D. Et en fait, on collabore avec cette maison qui est d'abord créer son objet d'art qui a été dessiné par Moupan, mais après aussi faire les multiples parce que par exemple, Mou veut faire de chaque dessin qu'il a fait que 4 ou maximum 5 versions de cette même statue. Et nous, on prévient le fonds budgétaire pour pouvoir créer ces objets d'art aussi. Quelque chose que lui n'aurait pas pu aussi financièrement pu faire, ou n'aurait pas osé prendre ce risque de créer ces sculptures et alors de se retrouver avec 5 sculptures chez lui, quoi. Donc on investit dans la création de ça, mais on s'investit aussi à faire possible que ces 5, dans ce cas 5 sculptures, se vendent, qu'on trouve des clients, des gens qui pourraient être intéressés à les acheter. Et pour ça, on fait aussi possible que celles soient vues. Donc on crée des expositions. Là, on vient d'annoncer qu'on fait une grande exposition à River City, Bangkok, qui est un des lieux d'art, de centre d'art les plus reconnus et plus prestigieux de l'Asie. Donc on prend plusieurs aspects dans le développement d'un artiste, autant dans la pré-production, dans la production, mais aussi dans la vente et la présentation des œuvres d'art. Ok, super, merci. Alors, du coup, moi, j'ai une petite interrogation là tout de suite. Votre projet, du coup, là, il est en phase d'ICO, donc pour moi, on va dire, il est pas encore terminé. Vous accompagnez déjà des artistes. Ces fonds, vous les avez levés comment, du coup, de où proviennent les financements actuels, et est-ce que vous commencez déjà à avoir des retours sur investissement? En fait, ça c'est une question très intéressante en effet, et c'est ça, je crois dont on peut déjà être fier, parce que comme tu le dis, on est en ICO depuis novembre 2021 et on finance déjà 10 artistes. Donc ça veut dire que la quasi-totalité des projets crypto, moi je dirais, ça se résume à un white paper et un roadmap, donc c'est-à-dire beaucoup de presse et de prévisions. Tandis que chez nous, il y a vraiment déjà des réalisations, et donc on montre tous les jours, et les personnes qui s'intéressent dans notre projet peuvent suivre tous les jours les créations de nos artistes. Donc on voit tous les jours ce qu'on fait avec l'argent qu'on récolte, en fait. On montre ce dont on est capable. Donc pour répondre à ta question, eh bien dès que l'argent est rentré, pour le dire comme ça très concrètement, on a commencé à financer des artistes. Et on a, par exemple, le tout premier projet qu'on a financé, c'est un projet spectaculaire, en fait. Donc on a une artiste qui est une artiste thaïlandaise, elle s'appelle Panapast, elle est connue en Asie, elle est connue en Thaïlande, mais elle expose aussi en Chine, mais elle n'avait encore jamais exposé ni en Europe ni aux États-Unis. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que dès le début de Arc and Dye, on lui a permis d'exposer une de ses œuvres iconiques sur un écran géant à Times Square à New York, plus sur 100 billboards dans les rues de New York. Donc voilà, donc on montre vraiment ce dont on est capable, et on a, comme disait Wayne, on a aussi un réseau de connexions, parce qu'on l'a vu au début, on a chacun déjà eu une première vie professionnelle, et on utilise évidemment toutes ces relations, et c'est ce qui nous a permis de commencer par ce coup d'éclat, l'exposer à Times Square. Voilà, normalement, ça demande énormément de fonds. On a financé ça et on a eu vraiment, ce que je dirais, comme on dit en anglais, un good deal grâce à nos relations. Et en fait, on peut suivre au jour le jour la création des artistes sur notre website. Et c'est ça, en fait, on montre ce dont on est capable et comment on utilise les fonds récoltés. D'accord. Donc du coup, même sur votre site web, on peut voir les dépenses qui sont générées pour chaque artiste, etc. On voit pas les dépenses, mais on voit le résultat. C'est-à-dire, on voit comment on utilise les fonds, parce qu'on voit les artistes qui ne font pas partie, ce ne sont pas des membres de Arc and Dye, ce sont des artistes indépendants et qu'on finance, avec lesquels on a chacun un contrat individuel. Et en fait, on voit les œuvres qu'ils créent grâce à nos fonds. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi l'ICO, en fait, c'est une façon
d'amorcer, de démarrer le moteur en fait. Mais on a un business model, et ça c'est très important, on a un business model qui en fait qui est très solide. Moi ce que j'aime dire, c'est que la crypto, c'est la cerise sur le gâteau, mais si on va voir des investisseurs classiques, bien notre business model, notre business plan, il est déjà très solide. Alors j'explique, dans le monde de l'art, généralement, les profits sont partagés en trois. C'est-à-dire que celui qui finance, donc le producteur, normalement, il a un tiers des profits quand on revend une œuvre d'art. Et l'artiste, donc celui qui crée l'œuvre, le peintre, le cinéaste, et il a normalement un tiers. Et celui qui revend l'œuvre, c'est-à-dire c'est souvent une galerie d'art, a aussi un tiers. Mais ici, comme on l'a expliqué, Arcendai, elle a deux casquettes en fait. Elle joue deux rôles, Arcendai. On est producteur et on est vendeur. On est la galerie d'art, si on veut. Et donc, on a droit à 2 tiers des bénéfices. Donc ça, c'est un schéma qui est tout à fait classique, en fait. Et alors, en fait, ce qu'on est, si je devais résumer maintenant, parce que Arcendai, en une seule phrase, en fait, on est une maison de production 3.0. Donc, on utilise les technologies pour vraiment connecter le monde digital et le monde réel, mais on est vraiment dans le monde réel. Et donc, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la blockchain, les cryptos, les NFT et le DAO, par exemple. Ok, alors du coup, moi, si je peux me permettre, je veux juste dire, alors je suis content qu'il y a moins de problèmes techniques déjà actuellement. Merci Doc d'avoir repris un tout petit peu la conversation, que ça m'a permis de regarder un petit peu de mon côté. Ah bah, donc c'est revenu. C'est comme une revanche du système, oui, quoi. Juste, ah oui, maintenant je vois que ça marche mieux et ça s'arrête. Je crois que le problème, c'est moi. Du moment que je parle, il y a des problèmes techniques, j'ai l'impression. Ah oui. Ouais, je ne sais pas ce que c'est. Non, je ne sais pas ce que c'est. Je suis vraiment navré pour ça. Hein. En tout cas, du moment que j'ai bouclé mon micro et puis que Doc, tu posais des questions, j'ai l'impression que ça allait mieux. Donc, et tu as des très bonnes questions, en tout cas jusqu'à présent. C'est typiquement des questions que je trouve qui sont importantes. Ouais, j'ai compris le message, Anto, je reprends la parole. Oui. Vas-y, pose ta question, c'est peut-être mieux, oui, comme ça on voit comment. Ok. Donc du coup, en fait, moi je voulais revenir sur un petit point. Non, ça va pas. Ça va. Anto va me recouper. Voilà. Donc, vous voulez justement poser une question. Ok, donc du coup, je voulais revenir sur un petit point dans les problématiques que vous mettez en avant sur votre site. Vous parlez justement de l'opacité sur tout ce qui est prix, transactions, etc. Et vous parlez qu'en fait, grâce à la blockchain, vous allez apporter plus de transparence, mais à contrario de ce que vous venez me dire juste avant, on ne sait pas vraiment comment sont utilisés les fonds, combien il y a de dépensés pour un artiste et du coup combien il y a de revenus en fait du coup pour la DAO, enfin plutôt pour l'entreprise du coup qui va produire cet artiste, et ce qui rend aveugle un petit peu les gens qui participent à la DAO pour savoir quel est le retour sur investissement exact qui est fait avec les fonds qu'ils ont permis de lever tout simplement, quoi. Oui, mais en fait, comme on le dit, on est en ICO, donc on est... Je vois qu'il... Voilà. Je continue. Voilà, donc on est donc seulement en ICO, donc le projet n'est pas encore abouti. Donc on va aller évidemment vers plus de transparence. Et ici, par contre, on montre déjà ce dont on est capable. Et ça, je crois que c'est une très très grande différence avec la quasi-totalité des autres projets. Mais le but, évidemment, c'est d'avoir plus de transparence. Et de toute façon, tous nos projets actuellement, on les voit se créer, on voit que les artistes, comme je dis, les artistes, ce sont des personnes indépendantes, elles ne font pas partie de Arcendai et elles peuvent évidemment, leur travail prouve le financement, mais maintenant, oui, pour les chiffres exacts, ce n'est pas 100% transparent actuellement. Et comme souvent, les projets, on commence avec une grande centralisation et puis on va évidemment vers une décentralisation. Et donc là, on va aller vers plus de transparence.
Mais c'est en fait à la base c'est pas très compliqué, hein. Un artiste vient avec un projet, il faut qu'on y croit. Et dépendant de ce que le projet a été accepté, qu'on dit on va le faire, on fait un budget basique et on commence à, à, par étape donner de l'argent pour le projet pour qu'il puisse se réaliser. Parce que sans ce fonds financier, l'artiste ne pourra jamais faire ce qu'il fait. Donc, c'est pas, il n'y a pas de mystère derrière. La façon de travail, c'est en fait assez classique pour pouvoir créer des objets d'art ou n'importe quel autre projet. Faut aussi savoir que ça se voit très bien dans les projets qui sont sur le site. Vous allez voir qu'il y a des projets qui sont surtout, pour l'instant, surtout dans la peinture, dans les sculptures, dans les installations, tandis qu'il y a aussi, par exemple, un projet qu'on a déjà accepté, qu'on fera l'année prochaine, qui est une série de télé. Et c'est clair que aujourd'hui, dans cette première année, on s'est surtout concentré sur les peintres et les sculpteurs. Pas parce qu'on les aime plus, mais parce que c'est en fait dans le côté budgétaire le plus facile à gérer. C'est le moins cher. Hein, il faut le peintre surtout avoir du bois ou du tissu ou de la peinture pour faire son œuvre, mais on ne paye pas l'artiste pour ses heures de travail. On prévoit il y a un artiste qui avait pas de studio parce qu'on voulait faire une peinture qui est énorme, de 5 à 6 mètres de large, à 3-4 mètres de haut. Il fallait un lieu pour pouvoir créer ça. Et il avait seulement sa petite chambre où il habitait. Donc là, on paye le loyer de ce lieu, ce nouveau studio, pour pouvoir créer une seule peinture. Donc ça dépend vraiment d'artiste par artiste, mais c'est clair qu'on s'est surtout d'abord concentré sur des budgets qui sont gérables. Et par contre, on a alors mis en avance, comme on pouvait investir, oui, on est encore là, pour qu'on pouvait investir d'abord sur des projets tels, c'est qu'on allait alors mettre un sérieux investissement dans la présentation de ces œuvres. C'est ça, c'est le moment le plus important. C'est que au moment où il y a un artiste comme Michael Hutter qui est déjà en train de peindre pour nous pendant 1 an. Il travaille déjà pour nous pendant 1 an, mais à un moment, il faut aussi présenter dans un lieu le plus favorable pour que les gens voient ce travail. Et c'est là que donc qu'on a, c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Marc, c'est que de mon côté, j'ai une expérience de 25 ans dans les arts, c'est qu'on sait toujours qu'il faut toujours avoir un budget pour la création, mais que le budget de la présentation doit être au même niveau. Sinon, tu peux avoir des œuvres, des grandes œuvres, mais si tu ne peux pas les montrer ou dans un lieu qui mettra ça en valeur, tu perds une grande partie de ton investissement. Donc pour l'instant, ce sont des projets qui sont encore faciles à gérer, mais que bien sûr, pour nous, the sky is the limit, où on veut vraiment aller vers des films, des séries de télévision, des enregistrements d'albums, de disques, où il nous faudra des plus grands budgets, et où aussi, je suis absolument certain que après les CEO, le moment qu'on commencera avec le DAO et tout, c'est que la visibilité et comment on appelle ça encore, parfois je trouvais mes mots en français parce que je suis néerlandophone à la base. La transparence. Transparence, voilà, deviendra de plus en plus importante parce qu'on veut aussi, bien sûr, dans tout ça, que notre communauté soit très active et devienne de plus en plus active. Donc, c'est clair que ça, c'est notre objectif, que sinon, on ne serait pas dans le blockchain. Et aussi, Doc, ta question était vraiment retour sur investissement. Hein. Donc, bon, il faut savoir. Donc, ce qui est important, évidemment, d'abord, c'est de savoir et de garder à l'esprit. Donc, Arcendai, c'est un utility. Hein, c'est utility token. Donc, quels sont vraiment les avantages très concrets pour l'investisseur, pour l'acheteur de DAI? Je crois que c'était ça aussi ta question. Donc comme c'est un utility, en fait, il y a des avantages pour les acheteurs de coins. Ils sont nombreux. Donc, par exemple, on parlait de la série télévisée qu'on va financer l'année prochaine. Eh bien, par exemple, les investisseurs
Moi, j'aime bien citer des exemples pour vraiment montrer ce qu'on fait. Donc, quels seront les avantages pour les investisseurs? Eh bien, pour cette série télé, eh bien, on envisage maintenant de mettre, par exemple, le nom de tous les investisseurs au générique de fin. Puis, on pourra les inviter à des tournages, parce qu'il y aura de nombreux épisodes. On va les inviter à des événements avec les acteurs, metteurs en scène, etc. Donc voilà, ça par exemple, ce sont de bons exemples, je crois. Et puis, il y a aussi, évidemment, c'est une crypto, en fait. Et donc, on va se faire lister. Et donc, il y aura aussi une possibilité de profit sur le marché secondaire. Alors, comment est-ce que là est notre philosophie, notre tactique? Eh bien, en fait, on a parlé, par exemple, prenons de nouveau un exemple très concret, River City. Donc, c'est ce grand centre artistique dans le centre de Bangkok, un des principaux centres artistiques d'Asie. On expose sur 600 mètres carrés à partir du mois de septembre cette année. Tous nos artistes seront là. Donc, mais d'ailleurs, les investisseurs pourront venir et rencontrer les artistes. Donc ça encore. Mais maintenant, pour la question vraiment sur le marché secondaire, quel est le business, quel est le plan en fait? Eh bien, en fait, donc nous, ce qu'on fait, comme disait Wayne, on promeut aussi les œuvres. On fait la promotion des œuvres. Donc notre but, c'est de vendre les œuvres et de partager les bénéfices. Donc, on les partage, comme j'ai expliqué, à raison de 2 tiers pour Arkendai et 1 tiers pour les artistes. Mais tout ceci, évidemment, ça va générer plus de profits. Avec ces profits supplémentaires, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va de nouveau pouvoir investir et promouvoir et financer de nouveaux artistes, ce qui va encore augmenter nos profits, nos bénéfices. Et toute la publicité qui est faite autour de ça, c'est-à-dire l'exposition de Bangkok, c'est un centre extrêmement connu. Ensuite, nous avons l'intention d'aller aux États-Unis, puisqu'on a des très bons contacts aux États-Unis. On va aller à Miami, où il y a Art Basel, qui est la plus grande exposition d'art au monde chaque année en fin d'année. Donc là aussi, et en fait, le but, c'est de créer une espèce de buzz. Et il faut savoir comprendre aussi que les artistes, eux, ils nous renvoient évidemment la balle, parce qu'ils sont très satisfaits, ils sont très contents qu'on les finance, qu'on leur permet de réaliser des œuvres et qu'on les aide à les vendre. Et donc, eux, sur leurs réseaux sociaux, ils parlent de nous aussi. Donc, tout ceci augmente le buzz, qui est donc le but, c'est de créer un cercle vertueux. Et plus on parlera de Arkendai, qui est vraiment comme on expliquait tout à l'heure, une révolution dans le domaine de la production artistique, plus on va parler de Arkendai, plus on va parler du Daicoin, plus logiquement la demande va augmenter et plus logiquement, si on gère ça très bien, le prix devrait augmenter. Et là, il y a aussi, là, c'est vraiment le bénéfice aussi, le potentiel de bénéfice, de profit direct pour l'investisseur, c'est la revente des coins sur le marché secondaire à un prix plus élevé. Alors, je te remercie pour les petites précisions, Jean-Marc. Alors moi, par contre, concrètement, là, pour moi, il me manque un élément pour bien comprendre tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, là, admettons, je participe à l'ICO, j'investis, donc je permets de promouvoir les différents artistes. Ça va engendrer un cercle vertueux au niveau de la publicité, de la renommée de la DAO de Arkendai. Par contre, après, ça arrive sur le marché secondaire. Voilà, je la revends. Anthony, il achète ça sur le marché secondaire comme moi, je la revends. Qu'est-ce que lui, du coup, il apporte à l'écosystème, étant donné qu'en fait, il va plus ramener d'argent à l'écosystème, parce que pour l'instant, la seule source de financement que je vois, c'est les fonds que vous allez lever du départ. Et derrière, pour moi, il y a pas de mécanique en fait pour réalimenter la valeur du token en fait sur le long terme. Par exemple, est-ce que, moi je pense qu'il pourrait être judicieux de prendre un petit pourcentage des bénéfices que vous faites et de vous en servir pour racheter des tokens sur le marché, ce qui permettrait en fait de on va dire un certain mouvement de prix, une certaine résistance au dump de marché, parce qu'au bout d'un moment, tous les investisseurs vont vouloir revendre leurs tokens. Mais les nouveaux, en fait, n'apporteront strictement plus rien à part participer à la DAO. Et après, je sais pas comment ça se passe mondialement, mais je sais qu'en France, on n'est pas des fans du vote spécialement, quoi. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des tokens unis ou des tokens de gouvernance et ils les achètent uniquement pour la partie spéculation. Je sais pas si tu vois à peu près où je veux en venir.
Oh non, mais c'est très judicieux ce que tu dis. Et en effet, il y a toujours une possibilité, évidemment, de racheter des tokens. En fait, c'est aussi grâce à la revente des coins, en fait, hein, le financement général de Arkendai, pardon, grâce à la revente des œuvres d'art, qui va créer donc ce cercle vertueux. On a un peu raté ce que tu as dit, Jean-Marc, parce qu'il y a eu un coup, un trou dans le... Je suis désolé, Voilà. ouais. Merci. Non, pas de problème, pas de problème. Oui. Donc, je disais, oui, que la remarque de Doc est en effet très judicieuse et que c'est évidemment une possibilité qu'on doit examiner avec nos experts, mais qui est déjà envisagée. C'est à un certain moment de racheter certains coins, mais comme je dis, la viabilité, je ne sais pas si je suis encore online. Oui, tu es encore là, oui, mais Voilà, les gens viennent nulle part. Oui. Ah, ok. La viabilité à très long terme est assurée et garantie par notre vente de coins. Je suis navré, les amis. Je suis navré, complètement. Ouais. C'est plutôt le système, Anthony, que toi, je crois. Il y a quelque chose avec ce app, non Je crois que c'est l'application. C'est l'application en soi, normalement, là en l'occurrence. Oui, je crois vraiment. Parce que moi, je me rappelle qu'on avait une fois fait ça avec cette app et qu'il y avait aussi des problèmes à ce moment-là. C'est pas la première fois que je vois ce problème avec ce app. Mais Anthony qui disparaît. Pas évident. Marc, t'es encore là? Oui, moi je suis là. Là? Oui, moi je suis là. Ouais, j'ai l'impression que du moment que moi je suis actif, ça. Ouais, j'ai l'impression que du moment que moi je suis actif, ça. Il y a un écho chez toi, Anto, j'ai l'impression. En fait, c'est peut-être ça qui fait planter le truc. Quand t'as parlé, en fait, on t'entend en écho une deuxième fois. Qui ça? Moi? Non, Anthony. Anthony, oui. Non, il n'y a pas de problème côté des invités. Hein. Oui. Donc, je crois que ce que voulait dire Jean-Marc, si je peux continuer, c'est que je crois que la question que tu as posée, en regardant le team qu'on a, des gens qu'on voit sur le site, le team avec Dr Care et gens comme Romain qui est avec nous là maintenant, qu'on s'est entouré vraiment de... Ouais, ça devient impossible. Ça devient très compliqué en effet là actuellement, j'ai l'impression. Je n'arrive pas à trouver le problème technique. C'est vraiment en effet l'application directement. Il y a une chose que je pourrais essayer là directement. Je vais essayer de lancer le live autrement, mais je ne peux malheureusement rien garantir avec ça. C'est vraiment très embêtant en effet. Tu peux pas faire un restart, Anthony? Je peux faire un restart. La seule chose, c'est que je peux pas garantir que ça va aider grand chose. Oui, bien sûr. Ce que je vais faire, c'est que je vais être très juste. C'est marrant quand on discute le problème, tout se passe bien et quand on commence à parler, ça s'éteint. C'est fou ça. C'est Skynet qui me menace. Il y a un concurrent très jaloux qui est en train de nous saboter, c'est peut-être ça. Ouais, ça vient de l'application, c'est 100% sûr. Et je n'arrive pas à savoir. Pour l'instant, ça fonctionne. Puis en plus, il y avait une très très bonne question justement. Donc, on a des spécialistes en tokenomie dans notre équipe. C'est ça que je voulais dire, oui.
Ou alors c'est moi. Non, non, tu es avec nous, Jean-Marc, c'est bon. Voilà. Donc on a des spécialistes dans notre équipe. Et donc, évidemment, c'est un élément dont on tient compte. Ok, super. Alors, moi, il y a quand même juste un petit point, du coup, en fait, qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Ça, en fait, j'ai envie de dire, il y a deux choses que je voudrais faire, c'est soit aller quelque part d'autre et puis réessayer avec complètement autre chose, et soit de pouvoir reproposer quelque chose aussi peut-être demain. Avec Doc également, parce que je sais que Doc il a encore quelques petites bonnes questions. Si Doc il est d'accord peut-être pour proposer quelque chose demain, ce serait superbe. La seule chose, c'est qu'il y a quand même des choses assez importantes actuellement qui sont en train de se passer quand même du côté d'Art Can Die. Donc si on n'a pas la possibilité par hasard de pouvoir discuter de ces choses, ce serait superbe. Vraiment, en tout cas, encore des points vraiment importants. Et puis, peut-être garder encore certaines questions. Donc, du coup, peut-être pour proposer un live demain ou autre. Notre ICO se termine demain. Hein. C'est le Money Time. Oui. Et donc, du coup, je vais enchaîner le temps qu'Anto vienne avec nous. Oui. En fait, moi, j'étais arrivé un petit peu sur toutes ces questions de tokenomie et de marché secondaire pour savoir comment ça allait fonctionner, parce qu'il y a quelque chose, en fait, dans vos conditions générales qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Alors, la première, Doc, j'ai fait le nécessaire de mon côté. On peut réessayer un dernier test. Je suis désolé en pleine dernière question que tu avais aussi. Je te laisse peut-être essayer. Il y avait une puce dans ton oreille, je me rappelle. Voilà, c'est la. Il y a un bug dans le programme. Donc, c'est le système, il veut pas me laisser poser ma question, je pense. Du coup, en fait, j'ai regardé vos conditions générales et en fait, donc c'est pour ça que je posais toutes les questions sur la tokenomie avant, sur le marché secondaire, parce qu'il y a plusieurs points en fait qui m'ont pas alerté, mais qui m'ont rendu, on va dire, un petit peu en alerte. C'est déjà le fait en fait qu'il n'y ait eu aucune, on va dire, autorité ou réglementation qui regarde, on va dire, la manière dont vous produisez votre token, ce qui des fois en fait peut être fait, on va dire, pour donner un peu plus de légitimité à un projet ou au token. Et il y a aussi également qui est marqué en noir sur blanc du coup qu'il n'y a aucune liquidité de garantie à l'issue de l'ICO, c'est-à-dire que quand les personnes qui ont investi en fait dans l'ICO, c'est marqué qu'il n'y a pas de garantie qu'il y ait de la liquidité une fois que le jeton soit disponible. Et ça, je pense que, enfin, moi clairement, si je vois ça, je prends mes jambes à mon cou personnellement. Hein. Je suis pas en train de dire que votre projet est là. C'est peut-être après on va dire des astuces d'avocat, j'en sais rien. C'est pas mon job. Mais moi, en tant qu'investisseur, si je vois ça, je ne suis absolument pas rassuré. Du coup, j'aimerais savoir un petit peu. Dans quel but vous avez écrit ça? Qu'est-ce que c'est censé couvrir? Bref, on veut de la Je vais d'abord répondre à ta première question sur l'autorité, en fait. Donc, en fait, il faut savoir que notre smart contract a été écrit par le docteur Kerfin Lobet. Et justement, le Kerfin Lobet, c'est une autorité en la matière. Alors, on avait commencé à travailler tout au début avec la société Certic. On avait commencé sur un premier smart contract avant de faire la connaissance. Enfin, moi, je le connaissais déjà, mais avant que le docteur Kerfin Lobet ne fasse partie de notre équipe, et on avait fait auditer. Le premier smart contract. Et puis on a finalement fait réaliser le smart contract, et c'est vraiment un smart contract spécifique. Il faut, comme je sais, Dr. Doc, que tu aimes et que tu es connu pour aller chercher les détails, il faudrait que tu ailles voir, si tu ne l'as pas fait, voir notre smart contract, et tu verras d'ailleurs qu'il est fait spécialement pour nous. Même dans l'adresse du smart contract, il y a
en fait, dans le smart contract, il y a plusieurs allusions au mot, au nom de notre DAI-coin. Donc l'autorité, c'est lui en fait, et en fait c'est difficile de trouver meilleure autorité que lui. Donc je crois que quand tu dis autorité, toi tu penses plutôt à une société, AMF, réglementation, voilà. on va dire les gendarmes un peu financiers qu'il y a Oui. au travers le monde, quoi. Donc voilà, donc moi maintenant je répondais sur l'aspect smart contract. Maintenant en fait nous sommes un cabinet d'avocats et nous faisons ça depuis de nombreuses années. C'est notre métier en fait, c'est notre métier de vérifier justement, par exemple je citais l'exemple que c'est un utility et pas un security, et justement pour répondre précisément à la deuxième partie de ta question, c'est une clause d'avocat et lorsque tu dis que voilà cette phrase t'effraie, il faut pas t'effrayer pour cette phrase parce que c'est une phrase typique que tout avocat blockchain doit proposer dans la création d'une crypto. Et en fait, ce n'est pas de toute façon ce qui est mis. Et c'est un avocat qui a une certaine expérience qui te le dit. De toute façon, on peut écrire ce qu'on veut finalement. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Et il faut voir ce qu'on fait et il faut voir nos résultats. Et c'est ça qu'on peut prouver. On prouve nos résultats. Mais comme je le redis, cette phrase, c'est une phrase comme on met dans beaucoup de contrats. Regarde si tu regardes dans les contrats de tous les programmes informatiques qu'on utilise, il n'y a jamais personne qui va lire les contrats, mais ce sont des contrats qui sont créés par des avocats spécialisés comme nous le sommes, et ce sont des clauses qu'il faut mettre dans ces contrats. Ok. Et du coup, pareil, en fait, toujours dans ce même contrat, vous marquez qu'en fait, le projet pourrait être mis en péril si le jeton ne venait pas à sortir sur ETH, et vous marquez dans le white paper que le jeton va sortir sur la Binance Smart Chain. Bon, je pense que c'est juste un petit délai de mise à jour entre l'écriture et la... Ah, je suis encore là? Oui, okay. Voilà, oui, exactement. Voilà, mais en tout cas, donc tu as vraiment l'œil, tu as vraiment l'œil pour les détails. Félicitations. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'au départ, on avait la toute première, parce qu'en fait, il faut savoir, c'est par l'expérience qu'on apprend. Et en fait, au départ, on avait pensé faire, comme tu dis, ETH, et puis et avec un pont, un bridge. Vers Binance. Et en fait, c'est notre expert blockchain, pour reparler de lui, Dr. Kerfin Nobetz, qui a fait plusieurs études sur le sujet et qui nous a bien démontré, bien expliqué que les bridges, c'était souvent un risque pour les hackers, pour les piratages, etc. Et c'est pour ça qu'on a changé, en fait. On a changé, justement, et on a supprimé l'idée du bridge et que voilà, et qu'on est donc sur Binance Smart Chain. Et tu l'as très bien situé, tu l'as très bien vu, félicitations. On doit encore changer ça dans la dernière version du white paper, mais comme je dis, on est en continuelle phase d'apprentaussage et d'amélioration. Et je crois que c'est vraiment ce qui est très important dans tous les domaines. Ok, super. Non, mais il n'y a aucune critique là-dessus. Et donc, non, mais c'est vraiment, donc, nous, on a changé parce qu'on ne voulait pas recourir au bridge. Ok, et alors par contre, du coup, tant qu'on est sur le sujet un petit peu blockchain, puis je pense que c'est un petit peu ce qui intéresse aussi les personnes qui nous écoutent, il est marqué que vos NFT seront sur ETH et du coup les tokens sur BSC. Pourquoi avoir choisi cette logique et pas tout basculer directement sur BSC par exemple? Eh bien, là aussi, en fait, là, on a aussi suivi l'avis de notre spécialiste Kerfin Nobetz. Et en fait, lui, il nous a cité, je vais expliquer l'exemple qu'il nous a cité. Il m'a dit, vous prenez 2 paires de lunettes. Vous prenez des Gucci et vous prenez une autre paire de lunettes bon marché. Peut-être qu'elles seront de la même qualité, mais la Gucci, elle va se vendre beaucoup plus cher. Et il nous a dit, eh bien, les NFT, c'est la même chose, en fait. Vous pouvez avoir la même œuvre d'art, elle est sur différentes blockchains. Eh bien, celles qui sont, et donc c'est l'état actuel, celles qui sont sur Ethereum valent plus, sont mieux cotées, même si c'est une œuvre identique que sur d'autres blockchains. Et donc, il nous a recommandé, donc, pour les NFT, de ne pas être sur Binance, mais d'être sur Ethereum, donc 11,55.
D'accord. Et du coup, bah voilà, ça enchaîne sur ma prochaine question. Pourquoi avoir choisi du 1155? Donc du coup, je sais pas si vous savez un petit peu la différence avec le Ah, 721, parce que alors là tu arrives vraiment à mes limites, donc à mes limites de connaissances technologiques. Et en fait, c'est une recommandation de notre expert Kerfin Lobet d'accord. de Donc travailler en 1155. Donc là, je Je pourrais me te rappelle qu'il a répondre expliqué, en mais bon, détaillant. ouais. pour faire Voilà, c'est simple, ça. hein, je vais vous le vulgariser. Si vous préférez, un Ah oui, smart contract 1155, ça va permettre de créer une ou plusieurs œuvres identiques. Alors qu'un contrat ERC 721, chaque œuvre générée par ce contrat sera identique. Donc du coup, si je comprends bien, en fait, vous allez avoir un seul et unique smart contract qui va permettre de générer l'ensemble de vos NFT. Il n'y aura pas plusieurs collections. Ça sera en fait une collection, ça se rapporte à un smart contract. Quand vous allez sur OpenSea, vous voyez collections les plus connues, hein, les Bored Apps, etc. Et bien en fait, ça correspond à un smart contract qui se trouve derrière. Donc en fait, sur votre marketplace ou sur, je sais pas si vous allez utiliser des marketplaces qui sont déjà existantes telles que OpenSea ou Rarible, vous allez avoir qu'une seule collection dans laquelle il y aura tous les artistes. oui, et ça c'est vraiment une question pour Romain. Est-ce que Romain est encore là? Ouais, ça Non. c'était la question. Oui, oui. Mais donc oui, donc on va l'idée c'est de commencer avec OpenSea en effet et de créer une collection Arcandai. Ok, Oui, d'accord. l'idée serait de créer presque comme un brand de qualité de NFT grâce à Arcandai. Donc quand nous on fait des NFT et qu'on les présente, que ce soit aussi comme une référence sur la qualité des NFT qu'on va vendre en fait. Oui, ça c'est important en fait parce qu'on parle beaucoup des NFT et en fait ce qu'on voudrait pour respecter la philosophie de Arcandai, c'est que Arcandai devienne une espèce de label. C'est-à-dire que quand on voit un NFT estampillé, labellé Arcandai, qu'on ait une certaine assurance qu'il y a une qualité artistique derrière. Parce que voilà, dans les NFT, on en parle beaucoup dans la presse, on en parle beaucoup aussi en négatif, et on fait souvent des confusions. On confond le NFT, on dit les NFT sont-ils de l'art? Mais c'est pas du tout une bonne question en fait, parce que le NFT, il renvoie, il dirige vers pour un NFT dans l'art, il dirige vers une œuvre artistique. Donc le NFT en lui n'est pas de l'art, ça dépend de l'artiste et de l'œuvre qui est derrière le NFT. Et ce qu'on veut, c'est que, donc, comme je dis, que un NFT Arcandai, ça devienne vraiment un label de qualité. Ok. Et du coup, enfin, ma grande question, c'est vous allez avoir juste un marché des NFT ou vous comptez faire un lien entre les NFT et les œuvres physiques? Parce que depuis le début, on parle d'artistes qui Oui, font des œuvres physiques Ouais, et on parle de NFT. ouais. La connexion entre les deux, elle se fait comment? Ah oui, mais en fait, vraiment, ce qu'on fait, c'est du figital. Hein, donc, on utilise le physique. On utilise les technologies pour connecter le physique au digital. Et en fait, au départ, maintenant, toutes nos œuvres sont des œuvres physiques et on va les dupliquer en NFT. Ok, mais du coup, enfin, je suis pas spécialement un gros collectionneur d'art. Demain, il y a donc, j'ai oublié le nom de l'artiste que j'ai présenté au début, qui s'est mis à faire des sculptures. Au début, il faisait des tableaux, maintenant il fait des Mulan. sculptures. Il fait une sculpture et vous reproduisez, vous faites sa sculpture en mode NFT, donc vous faites une reproduction 3D via diverses technologies, etc. Il va y avoir un acheteur physique dans le monde qui va pouvoir acquérir la sculpture, mais si moi demain du coup j'achète le NFT sur la marketplace, il se passe quoi en fait? J'ai juste une copie de l'œuvre physique. Euh, où se trouve la valeur du coup? Comment l'interconnexion elle est faite? En fait, ce sera pas. Bon, là, de nouveau, c'est vraiment Romain qui est notre spécialiste. Mais en fait, ce sera pas évidemment une copie, exactement une copie. Ce sera une variante. Ce sera plutôt une variante. Le c'est NFT. ça. Oui. Ouais. D'accord, donc Donc, en fait, ça sera deux mondes parallèles. Si je puis dire, le NFT va permettre de donner de la vision,
enfin aussi plutôt de la visu numérique à l'artiste et du coup Arc and Dive. Exact. Et d'un autre côté, il y aura les œuvres physiques qui, elles, continueront d'évoluer sur on va dire, le marché traditionnel de l'art, quoi. Voilà, exactement. Et j'aimerais bien citer juste, si tu permets, Win, un Oui. exemple, ce qui est Director Jack, en fait. Donc, c'est un artiste intergalactique. Je ralentis le rythme de ma parole pour attendre que tout le monde revienne online. Oui. Donc, voilà, vous m'entendez encore? Oui. Donc voilà, donc Director Jack, c'est un artiste intergalactique et il est perdu dans son vaisseau spatial. Il est perdu quelque part dans la galaxie. Et en fait, sa seule façon de communiquer avec l'univers, avec le monde, ce sont de créer des œuvres d'art. Et en fait, il a un vaisseau spatial, et c'est un véritable vaisseau spatial. Il a son website aussi qui est sur notre website, et on peut le voir tous les jours créer ses œuvres d'art. Et en fait, ces œuvres d'art, ce sont des broderies faites à la main. Et il les fait physiquement, donc ce sont des vraies broderies sur du tissu. Et il y a aussi des versions NFT de ces mêmes thèmes qui sont sur ces broderies tissu. Et en fait, il a dans son vaisseau spatial, il a une espèce de sas. Et il a une capsule, il met les broderies dans la capsule et c'est comme ça qu'il les envoie sur Terre et c'est comme ça aussi qu'il envoie les NFT aux personnes qui achètent ces NFT. Donc on le voit créer son œuvre, il la met dans le sas, dans la capsule et elle part dans l'espace et alors on passe dans un monde numérique et on voit la capsule qui part dans l'espace et puis finalement c'est comme ça qu'elle sera délivrée à son acheteur. En fait, pour ajouter à ça, à ta question, c'est que la relation entre les éléments physiques et digital, c'est vrai que il y aura toujours une connexion thématique. Hein, donc, tu donnais l'exemple de Moupan, il y aura la sculpture, c'est que le NFT sera dans le même thème de cette sculpture. Donc, ce sera pas d'un coup un NFT avec une visualité qui n'a rien à faire avec ce qu'il a créé de la sculpture. Hein. Par exemple, il fait maintenant une sculpture qui est autour du dieu éléphant Erawan. Son NFT sera thématiquement lié à Erawan. C'est pas que d'un coup il fera un NFT avec un singe. Hein. Je donne un exemple. Hein. Et c'est ça qui est important pour que, en fait, je donne un exemple qui est encore dans le monde du physique. Souvent, quand il y a une exposition d'un artiste, il y a les œuvres qui sont les plus chères à acheter, les vraies peintures et tout, mais il y a souvent aussi à la même exposition l'opportunité d'acheter des premiers croquis de cette peinture, des petits dessins qui ont été faits de côté, qui se vendent beaucoup moins cher, mais qui ont souvent plus tard aussi une très grande valeur. Hein. Le plus grand marché par exemple, des Picasso aujourd'hui qui se passe encore, c'est justement avec ces croquis, ces petits dessins, ces petits éléments qu'ils faisaient de côté à ces grandes œuvres, parce que ces grandes œuvres sont pas à acheter, ils sont tous dans les musées, ils sont très bien connus, et c'est clair que qu'ils vont pas très vite changer de propriétaire, quoi. Et moi, je vois souvent ça avec les NFT, qu'il y a une vraie possibilité de créer un marché autour des artistes qui sera beaucoup plus démocratique et dans lequel les gens pourront participer à acheter, avoir une vraie propriété sur des éléments de cet artiste, mais alors aussi dans le côté digital. Ok, et du coup, je suppose que tout ça, ça nous amène tout doucement vers le métaverse. Je vois que vous en parlez, vous prévoyez un métaverse dans votre projet. Alors, déjà, est-ce que vous avez une idée de la plateforme ? Non, écoute, ça c'est vraiment la dernière étape c'est la dernière phase, de notre roadmap. Et comme on l'explique, nous, ce qu'on aime, c'est travailler vraiment étape par étape. Donc, on a des spécialistes dans notre équipe qui sont tout à fait compétents là-dessus. Mais on pourrait pas encore répondre à ces questions parce qu'on veut d'abord évoluer. Parce que créer un vrai métavers, ça demande des budgets énormes que nous n'avons pas encore aujourd'hui. Donc, plutôt que de faire des promesses
comme ça. Non, nous, ce qu'on aime, c'est montrer ce dont on est capable. Et donc, oui, le métavers, c'est évidemment un domaine passionnant et qui convient particulièrement bien au domaine de l'art. C'est pour ça que c'est dans notre vision, c'est dans nos intentions. Mais pour parler déjà de répondre à des questions très concrètes, on ne pourrait pas, et ce n'est pas l'objet maintenant. Maintenant, on a d'autres sujets qu'on doit d'abord terminer et qu'on doit d'abord se concentrer là-dessus. Mais je voudrais rajouter à ça, je pourrais rajouter à ça, c'est que déjà dans la première étape de notre projet, ça se montre, ce que vient de dire Jean-Marc, qu'on trouve ça très important de prouver les choses qu'on promet. Hein. Moi, quand j'en parlais au début avec Jean-Marc de tout ce qui était crypto, ça me faisait justement très peur parce que j'avais l'impression, justement, en connaissant un tout petit peu sur le crypto, qu'il y avait beaucoup de promesses et qu'il y avait beaucoup de blabla dans ce monde et que les gens, bah oui, on va faire ça, on va faire ceci, on va faire ça. Et moi, j'ai dit, ma condition, quand j'ai parlé avec Jean-Marc, c'est dit, si on le fait, on va tout de suite commencer à créer. On va pas dire on va soutenir des artistes si on a l'argent. Non, non, le premier franc qui entre, on va tout de suite commencer à soutenir le premier artiste qu'on aime bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a 10 artistes. Ces 10 artistes n'ont pas eu des promesses de nous. On attend la fin de l'ICO. Si on a un peu l'argent, vous pourriez commencer à faire de l'art. Non. Nous, on va avoir une exposition en septembre pour faire une peinture comme fait par exemple Michael Hutter. On a dû lui mettre au travail à partir de avril l'année dernière. Faire une peinture de 5 mètres de large à 2 mètres et demi de haut, ça prend au minimum 1 an de travail pour créer ça. Simplement pour peindre et pour que les couches de peinture en huile soient secs pour pouvoir le transporter vers la Thaïlande. Tu peux pas si c'est pas sec. Un tableau simplement prend déjà 1 à 2 mois pour devenir vraiment sec pour que ce soit transportable. Donc il y a eu du début une vraie réalité, une vraie volonté d'être tout de suite concret et de prouver ce qu'on dit. C'est pour ça aussi qu'il y a déjà 2 projets de notre... on est encore là, oui. Et c'est pour... Voilà, non. Si, on t'entend, Wayne. Je t'entends, Wayne. Continue. Oui, ok. C'est pour ça qu'il y a déjà 2 projets qui sont déjà entièrement finis. Hein. Le fait, il y a eu, par exemple, Jean-Marc en a parlé de New York avec Fanapasta et Shamaita Cool, mais il y a Director Jack et Suat Buntam qui ont créé ensemble le New Arc. Et si vous allez sur le site de newarc.art, vous allez voir cet objet d'art live en 24/7 en live stream avec 5 caméras et vous pouvez ajouter des notes de musique pour créer la symphonie de l'humanité. Et c'est un projet qui est online depuis quelques mois et qui est entièrement créé avec les fonds de Arkendai et de l'argent qui nous est rentré en première phase de l'ICO. Donc là, on va finir demain l'ICO, mais on a déjà 10 projets artistiques en plein développement et prêts à être présentés en septembre. Et c'est vraiment extraordinaire et unique dans le monde de la crypto. Moi, je ne connais pas d'autres exemples. Et c'est pour ça que quand tu poses la question sur le métavers, ce ne sont pas des promesses vides pour faire rêver les gens. C'est clair qu'avec l'équipe que tu vois sur notre website, que c'est une vraie intention. Mais comme dit Jean-Marc, il nous faut du temps pour y arriver à ce moment. On ne veut pas promettre un peu quelque chose de vide et alors alors va être impossible de le créer en vrai, quoi. C'est ça un peu plus et à propos des projets, il faudrait aussi qu'on revienne sur l'Everest en fait, parce que actuellement le réalisateur français Jean-Michel Jorda, qui est un réalisateur de documentaires, il a été plusieurs fois primé à l'international. Il est spécialisé sur les documentaires dans l'Himalaya et il est en train de réaliser un documentaire qui s'appelle Everest Recycling et il est occupé à gravir le mont Everest actuellement et ce documentaire est financé à 100% par Arkendai et l'ascension est occupée et le tournage est occupé à ce moment-ci.
Oh, super. Alors, du coup, j'ai une petite question, moi qui m'est venue en fait avec l'explication de Wayne. Il parlait que l'artiste précédent. Alors vous m'excuserez, hein, j'ai toujours des soucis avec les prénoms. J'arrive à retenir les vôtres parce qu'ils sont affichés, mais à l'oral, ouais, ça s'en va vite. Bref, l'artiste avant dont il parlait, qui avait fait la peinture Michael Hutter. assez grande. Voilà, merci. Qu'il avait débuté en avril, mais vous m'aviez parlé que l'ICO devait débuter en novembre. Et du coup, comment vous aviez commencé à financer un artiste en avril si le projet, du coup, l'ICO n'était pas encore arrivé? Est-ce qu'il y a des venture capital qui sont derrière vous? Est-ce que... Non. Non? Non, on a commencé, on a commencé, on a les premiers étapes, on a fait sur la token. Donc là, on a commencé à gagner des fonds dans une première étape l'année dernière. Peut-être que Jean-Marc, tu peux ajouter à ça, c'est un côté plutôt technique. Donc, Oui, non, mais ce qu'il y a, c'est il faut savoir aussi que nous, les fondateurs, on a mis des fonds aussi. Hein. On a nous-mêmes investi dans notre propre société, et ça, c'est une chose qui est très importante. Là, je reprends un peu ma casquette de professeur en investissement internationaux, ce qui est très important quand on veut convaincre des investisseurs, parce qu'on veut aussi, on est occupé en négociation avec des investisseurs en equity, donc pas des personnes qui sont intéressées par le coin, mais des personnes qui sont vraiment intéressées par le business model de la société. Et ce qui est capital, c'est que les gens qui créent un projet s'investissent eux-mêmes, qui prennent des risques. Ça, c'est capital, parce que, comme on le disait, des paroles, des white papers, des roadmaps, c'est pas si compliqué. Mais ce qu'il faut vraiment, c'est montrer qu'on croit en son propre projet. Donc, on a commencé très tôt, parce que c'était un travail de longue haleine. On a commencé par mettre des fonds personnels, puis on a eu des tout premiers investisseurs. Et c'est pour ça qu'avant l'ICO de novembre 21, on avait déjà pu commencer. Ok, super. oui. Et du coup, ces investisseurs et vous-même, du coup, C'est nous-mêmes à la base. faites partie de la team. Donc déjà, tout d'abord, bravo d'avoir commencé à financer par vous-même votre projet. Et du coup, ça fait partie de ces fameux 10%. Vous les avez déjà déduits en fait sur la tokenomique. Enfin, je dis 10%, j'ai plus les chiffres en tête. Non, parce que ça, la tokenomie, c'est 10% des DAI, hein, c'est 10%, mais attention, c'est pour l'ensemble du team, hein, c'est pas pour les 3 cofondateurs, hein, c'est pour les 3 cofondateurs et toute la team et qui continue à se développer. Donc, je crois aussi que tu pourras voir qu'on n'est pas gourmand du tout par Gourmand d'après. Et ça, c'est parce que on croit tous très fort dans le projet, et c'est un projet vraiment passionnant, en fait. Passionnant et passionné. Ok, ben enfin, ça se voit. Enfin, commencer déjà par montrer l'exemple avec son argent pour faire voir que ça fonctionne, pour ensuite attirer les investisseurs. Je pense que c'est un bon point. Oui. Ah oui, c'est vraiment d'expérience aussi dans les fonds d'investissement immobilier, etc. Quand on cherche de l'argent, c'est la première chose que va demander un potentiel investisseur. Il dit, et vous voulez que moi je mette mon argent dans votre projet, mais vous, quels sont vos risques? Est-ce que vous avez mis de l'argent dans votre projet? Donc ça, c'est pour ça, c'est vraiment capital. Ok. Et du coup, avec votre expérience justement dans les fonds d'investissement, pourquoi vous n'êtes pas rapproché de fonds d'investissement? Je pense que vous devez en avoir forcément dans votre réseau pour, on va dire, apporter un espèce de gage de garantie à votre projet en disant, voilà, parce que je sais que moi, dans la crypto, quand il y a un projet qui est, il dit, voilà, moi j'ai tel fonds d'investissement derrière moi, ça a tendance à rassurer un petit peu le public, quoi. Exact, mais donc, comme je le dis, on est en négociation aussi avec, disons, des investisseurs classiques, traditionnels, fonds d'investissement, family office, etc. Mais nous, on fait ce qu'on voulait, justement. La base de Arcendai, c'est qu'on voulait justement
sortir de ce milieu pour avoir une indépendance. Et on préférait, vous savez, si on trouve un gros investisseur, eh bien, il va vouloir dicter des règles. Et en fait, c'est le problème que venait m'apporter Wayne. En fait, il me disait, c'est ça le gros problème des producteurs, c'est que ils ont leur politique maintenant qui n'est plus une bonne politique, et ils m'imposent énormément, ou ils imposent énormément aux artistes. Et le but de créer la crypto, c'était de créer une communauté, en fait, et que ce ne soit plus une direction qui soit donnée par un ou deux ou trois individus, mais par une communauté, par des décisions communautaires. Et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire ça au départ, parce que sinon c'était finalement, si j'avais voulu contacter vraiment nos contacts de point de vue investisseur traditionnel, on n'avait pas vraiment besoin de faire une crypto. Mais justement, comme je dis, la crypto, c'était pour avoir cette indépendance grâce à la communauté. Ok, et du coup, en leur proposant de rentrer après les particuliers, est-ce que vous pensez vraiment que les fonds d'investissement vont vouloir rentrer? Parce que, ok. Oui, absolument, Non, non. absolument. Ah oui. Parce que je disais tout à l'heure, notre business model classique, même sans la cerise sur le gâteau qui est la crypto, ce business model, il est justement déjà très solide. d'accord, Et mais ils du sont coup, intéressés parce en fait, on a même été contactés. Par des fonds d'investissement qui normalement ne sont pas du tout la crypto, c'est pas du tout leur matière favorite, pas du tout. Ce sont vraiment des fonds d'investissement traditionnels, mais qui, en fait, le marché de l'art, il faut savoir aussi avec Covid, etc. Ça a été, c'est un marché qui a été vraiment très dommagé, et donc c'est vraiment, il y a des énormes opportunités dans ce domaine. Je voudrais rajouter une chose, c'est que, bien sûr, dans tous ces éléments de rassurance, là, ouais, voilà, pour rassurer les possibles gens à investir, et même des investisseurs privés et tout, c'est quand même ce que les fondateurs sont capables de faire. Et nous, de la façon qu'on peut se prouver, c'est de la qualité des artistes qui peuvent se lier à nous. Il faut savoir que la plupart des artistes, par exemple, comme on disait déjà Moupan, mais aussi Nick Erving, ils ont beaucoup d'opportunités de travailler avec des galeries déjà. Ils ont à la base pas très besoin de travailler avec nous parce qu'ils ont déjà des opportunités. Mais on voit qu'ils sont quand même très intéressés à travailler avec nous parce qu'ils sont aussi fatigués d'être dans cette relation forcée, traditionnelle, dans laquelle le pouvoir des galeries, des investisseurs d'art est assez grande. Et en fait, avec ce que nous on amène, avec notre nouvelle stratégie qui vient justement du blockchain et du décentralisé, on amène en fait un contrat, une possibilité de travail pour eux qui est plus favorable pour l'artiste. On se fait aussi entourer par des gens qui sont comme Carol Michaels, qui est quelqu'un qui est très reconnu en tant qu'avocate des artistes et qui défend des grands artistes mondiaux envers à vie les galeries et les musées et les investisseurs traditionnels. Et en fait, on a vraiment créé une façon de travail et de contrat avec ces artistes qui nous fait en fait très concurrentiel avec les traditionnels. Ça fait qu'en fait, on est certain, on le voit déjà, qu'on est dans une force à attirer ces artistes vers nous. Et donc c'est pas simplement avoir des fonds financiers et pouvoir montrer comment le mot en français, notre capital n'est pas seulement l'argent, mais c'est aussi les artistes et une partie de notre capital. Le fait qu'ils veulent travailler avec nous et qu'ils préfèrent travailler avec nous est très important. Et les artistes qui sont déjà maintenant dans Art Can Die, ce sont pas, il y a quelques nouveaux artistes dans lesquels nous on croise très fort et qu'on veut investir dans le long terme, mais ce sont aussi des artistes qui sont, disons, pas encore série A, mais juste en dessous de là, qui sont en train de se montrer, qui vont être dans l'avenir dans la série A. okay. Et c'est vraiment un vrai capital de nous d'avoir ce système, et je crois que ça c'est un des grands potentiels de Art Can Die, c'est qu'on a une vraie alternative au système.
Alors ça, je l'entends bien. Enfin, pour moi, je trouve ça. Enfin, comme je vous le dis en début d'interview, je trouve que c'est beau en fait de sortir un petit peu du marché, on va dire ultra rentabilité qui est en train de se mettre en place autour de l'art. Par Oui, contre, bah, en fait, comme dans tous les milieux, il y a des échecs. Et tout à l'heure, je sais plus qui sur le chat avait posé, et je trouve que c'est une. Ah, donc, Une très bonne comme je très question. disais, bonne. il y avait une très bonne question de quelqu'un sur le chat tout à l'heure. Est-ce que vous avez des critères, par exemple, bah, ça peut arriver qu'un artiste, bah, ça prenne pas, enfin pour diverses raisons. Quels sont vos critères? Comment vous mesurez jusqu'à quel point vous le suivez et à quel moment vous dites stop si ça va pas? Est-ce que vous avez déjà mis en place des critères comme ça d'évaluation au niveau des artistes que vous choisissez d'accompagner? C'est ça. Oui, oui. Donc, ce qui est très important, c'est que bien sûr, donc, on est contacté par des artistes, hein, et de plus en plus, et on reçoit des mails. Qu'est-ce que j'aimerais bien présenter mon œuvre. Comment je dois me présenter? Alors, la question était toujours, bien sûr, oui, expliquer ce que vous faites, quoi. C'est un petit dossier, une page, un pitch, des photos, des liens sur votre site ou des photos de vos œuvres, n'importe, et présentez-vous. Moi, bien sûr, moi-même et mon équipe, on a une grande expérience dans tout ce qui est artistique et dans les présentations d'artistes. Une chose qui est pour moi très importante, c'est que l'œuvre qui est montrée par la personne montre qu'il y a une vraie maîtrise de son œuvre. Ça peut dans n'importe quel domaine, mais il faut quand même que je sens, que je vois qu'il y a une maîtrise dans la chose qu'il fait, qu'il est capable de faire. Je trouve qu'une des grandes faiblesses de l'art contemporain, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire, hein. Ils se concentrent sur le concept. Je mets une chaise à l'envers et j'ai une pièce d'art. Alors ça, on va pas faire. On va essayer de soutenir des artistes qui peuvent, ou dans une œuvre classique, hein, ça peut être la peinture, ou qu'ils ont créé leur propre maîtrise dans une matière. Il y a Suvat Buntam, par exemple, un de nos artistes, qui a une façon de faire de la peinture que j'avais jamais vue. C'est quelqu'un qui a créé ça, il a 32 ans, et il a fait ça depuis ses 12 ans, et aujourd'hui il a cette façon de peindre qui est qui est entièrement unique. J'ai jamais vu ça. Donc ça c'est une chose, mais ça suffit pas, hein. On ne cherche pas à soutenir des artisanaux, hein. Il faut aussi avoir la vision artistique. Et c'est ça souvent le plus difficile. Qu'est-ce que tu veux raconter en tant qu'artiste? Quel est ton objectif humain, artistique, global? Est-ce qu'il y a un côté peut-être aussi écologique dans ce que tu veux raconter? Tous ces éléments se mettent ensemble dans la vision que l'artiste vient et qu'il représente. Et en plus de ça, et c'est là où on vient, la plupart des artistes n'ont pas besoin de nous pour créer leurs arts. C'est pour ça que ce sont des artistes. Mais par contre, avez-vous un projet que vous pourriez pas faire sans nous? Un rêve, quelque chose qui est tellement cher ou qui est tellement dans lequel vous n'avez pas encore assez de maîtrise ou de connaissances et que vous pensez qu'on pourrait vous aider. Je trouve par exemple l'exemple de Marissa Pape un très bon exemple. Marissa était surtout reconnue comme quelqu'un qui faisait des actions en se mettant nu dans des lieux religieux, justement pour se battre pour son corps, pour la féminité, pour le droit d'être nu et tout et tout. À la base, je la connaissais déjà de la presse, hein, de tout ce qu'elle avait fait, parce que si elle se montre en Turquie, elle va se retrouver dans une prison automatiquement directe. Ça a été le World News, hein, quand elle avait fait ça. Mais elle est venue vers nous avec un vrai projet artistique qui m'a fort étonné et qu'elle ne pourrait pas faire sans nous. Et c'est là que pour moi, ça m'a fort attiré. J'ai présenté ça à l'équipe et tout le monde était tout à fait d'accord que c'était un très beau projet qu'on devait développer. Et donc, on regarde vraiment personne par personne. Mais ces trois éléments sont très importants. Maîtrise du métier, vision artistique et un projet exceptionnel qui ne serait pas possible sans Art Can Die. Ok, Et super. alors, si je peux encore... Pardon. Ouais, du coup, en fait, moi, je m'excuserai, hein, mais du coup, j'ai pas eu tout à fait la réponse à ma question. En Oui, fait, grosso modo, la gestion du risque. Admettons, demain, voilà, moi, je suis un artiste, je peins des tableaux avec mes pieds tout en jonglant et en chantant.
quelque chose Oui. d'assez exceptionnel. Vous décidez du coup de... C'est pas exceptionnel, hein, je te le dis Ok, déjà. non, mais bon, j'ai pris ce qui me passait par la tête. T'es critique, moi je suis aussi critique alors, hein, je te le dis. Pas de souci. Bref, vous choisissez d'accompagner un artiste parce qu'il a vraiment un Oui, talent, vous l'avez reconnu, ça vous l'avez bien saisi, c'est votre job, j'en ai bien conscience. Par contre, au oui, niveau de la gestion du risque, par exemple, je sais pas, l'artiste vient avoir je ne lui souhaite absolument pas, mais un accident, quelque chose comme ça, ce qui bien vient sûr. du coup à remettre en cause tous les projets que vous avez avec. Vous avez des assurances derrière, vous avez une gestion de Oui, capital j'aimerais où répondre. vous dites stop. Euh, Oui, Et je sens que Jean-Marc a la réponse. Oui, oui, oui. oui, j'ai la réponse. J'ai peur que Win parle avant moi. Oui. Si tu permets. Je voulais dire Voilà. quelque chose, mais vas-y, Ok. Jean-Marc. Ok, en fait, oui, voilà, c'est très important et c'est comme ça dans beaucoup de domaines. Et en fait, on peut prendre tout à fait un autre domaine. Il y a des gens qui veulent investir dans le vin, par exemple, mais il faut s'y connaître dans le vin. Et on peut faire, il y a beaucoup de cas où beaucoup de personnes, et c'est la même chose dans les voitures de collection, etc. Donc, dans tout ce qui est, en fait, qu'on appelle investissement alternatif. Et l'art est un investissement alternatif. Et donc, en fait, ici, l'assurance, puisque c'est ça ta question précise, est-ce que vous continuez à m'entendre parce que je vois qu'il y a des gens qui ont disparu? Oui, 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 oui. ok. Donc, Oui, oui, l'assurance, c'est justement la diversification. Parce que oui. si un individu veut va prendre beaucoup de risques parce qu'il va mettre tous ses sous dans un seul panier. Donc, il va mettre tous ses sous dans une œuvre d'art. Et comme tu le dis très justement, Doc, ça pourrait, le contorsionniste, eh bien, il pourrait avoir une crampe ou je ne sais quoi, et ça pourrait pas fonctionner. Tandis que chez nous, quand tu vois, nous sommes, on le répète, encore en ICO jusque demain, et en fait, on a déjà 10 projets artistiques. Et donc, ça veut dire qu'il y a cette diversification, et la diversification, on le sait, dans toutes les matières d'investissement, c'est un facteur de sécurité. Donc, là, on en a déjà 10 des artistes, et bon, on en aura bientôt 100. Et donc, s'il y en a un ou quelques-uns, on n'est pas infaillible. Donc, oui, il n'est pas seul dans l'équipe. Comme on dit, il y a aussi Carol Michels. Hein, et Carol Michels, j'aimerais juste préciser qu'elle a aussi, elle est mondialement connue. Hein. Elle est mondialement connue parce qu'elle a écrit un bouquin qui s'appelle Comment survivre et prospérer en tant qu'artiste. Elle fait partie de notre équipe aussi. Et donc, mais ces gens, on doit l'admettre, personne n'est infaillible. Donc, dans les projets qu'on va financer, peut-être que certains n'auront pas de succès, mais comme je dis, c'est ça la diversité et c'est ça qui est l'assurance. Si vous investissez via une société comme Arkendie, votre risque, il est très très minimisé parce que il est noyé entre guillemets sans sens péjoratif parmi le grand nombre de projets financés. C'est ça. Ok, super. Et du coup, je vais rebondir sur ta dernière phrase, Jean-Marc. Tu parles d'investir dans la société Arkendie et vous parlez quand même beaucoup de DAO. Du coup, il va y avoir quel lien entre la DAO et la société? Mais en fait, donc, déjà aussi ce que j'ai omis de citer tout à l'heure dans les avantages pour les acheteurs de coin, en fait, c'est que il y aura aussi du stacking, hein, du staking. Hein. Donc ça, j'avais oublié de le mettre. Donc je fais juste cette parenthèse. Et donc, mais par exemple, le DAO, il aura aussi une espèce de pouvoir de décision. Donc là aussi, tu diras oui, mais comment est-ce que la communauté peut décider puisque la sélection est faite par des experts et tout. Et donc là aussi, pour mettre les choses tout à fait au clair, ce sera un pouvoir de vote, c'est-à-dire on va par exemple nos experts, parce qu'il faut que ce soit des experts en art qui sélectionnent les projets, ils vont par exemple proposer 2 projets. On va dire, écoutez, actuellement on a un budget suffisant pour financer soit ce projet-ci, soit celui-ci. Et donc, à vous de choisir. Et alors, on fera, par exemple, voter les membres de la DAO. D'accord, donc en fait, grosso modo, il va y avoir l'entreprise Arkendie et la DAO va permettre en fait d'apporter des jugements aux choix que vont porter l'entreprise Arkendie auprès de la DAO. Voilà, exactement. Et donc, tout ceci est dans un processus étape par étape, comme on l'a expliqué. On commence d'une façon centralisée. Actuellement, il n'y a pas encore de DAO. Elle est en cours de création. Et on va, au fur et à mesure de notre évolution, au fur et à mesure, on va déléguer certains de nos pouvoirs et de nos droits à la DAO. Ok.
Et du coup, enfin, juste pour rapidement revenir sur la partie stacking dont je parlais tout à l'heure, c'est pas une solution de stacking de sécurisation de blockchain, mais bien une incitation à holder le token, donc en le déposant et en récupérant, on va dire, des tokens lissés sur le temps. Est-ce que vous avez un ordre d'idée sur le nombre de tokens? Admettons, je pose 10 tokens, combien ça va me rapporter sur une année, etc. Ou Non, pour l'instant, c'est encore en étude? non, c'est encore à l'étude. C'est encore à D'accord. l'étude. Bon, bah, du coup, je poserai pas la prochaine question. Par contre, voilà, ok. Anthony, là que tu es là, tu veux reprendre la main, poser une petite question, parce que depuis tout à l'heure, je monopolise le micro. Il n'ose plus parler, je En crois. fait, je n'ose plus parler pour être honnête, parce que j'ai l'impression que à chaque fois que je parle, et puis je te remercie, Doc, d'avoir géré ce live. Ça me fait super bizarre d'écouter et pas de poser de questions. Il y a beaucoup de fois où j'ai voulu intervenir quand même, je dois avouer, et malheureusement, j'ai dû être en silence. C'était un joli apprentissage pour moi. C'était des très bonnes questions, en tout cas, Doc. Merci infiniment pour tout ça. Moi, j'ai pas vraiment de questions comme ça maintenant actuellement pour rebondir dessus. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y avait pas Romain avec nous ce soir pour pouvoir répondre à certaines questions sur lesquelles lui, il est vraiment expert dessus, que Jean-Marc n'a peut-être pas pu répondre de la manière qu'il aurait peut-être également souhaité. La seule chose que je pourrais peut-être dire aux personnes qui sont en train de nous regarder actuellement, déjà la première chose, c'est merci infiniment à Crypto Future qui nous a fait un raid, hein, merci bien, et puis bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent encore actuellement. Donc une présentation de Art Can Die. Pour les personnes qui n'ont pas eu de réponses sur leurs questions également ce soir, il y a tous les liens dans la description, enfin dans le chat, hein, donc point d'exclamation Art également. Il y a leur Twitter, il y a leur site internet, mais il y a surtout aussi le Telegram sur lequel vous allez pouvoir poser aussi des questions. Puis Donc, il y a le Telegram sur lequel vous allez pouvoir poser des questions. Il y a un Discord de prévu, peut-être? Non, seulement Telegram. Pour l'instant, c'est ce Telegram. Hein. Ok. C'est vrai que quand les gens qui ont des questions, on est très actifs. Hein, là, on répond toujours tout de suite. Donc, n'hésitez pas à nous visiter sur Telegram et de nous poser toutes vos questions que vous n'avez pas pu faire ce soir. Ou Oui. Donc voilà. Nickel. Et nous sommes nous-mêmes, hein, c'est nous-mêmes. Oui, Jean-Marc disait justement que ce sont vraiment nous-mêmes, que vous allez voir qu'il y a souvent moi, il y a Jean-Marc, il y a Gaël, maintenant qui est en train de monter sur l'Everest, mais en général, il y a aussi Brian qui sont là pour répondre à vos questions sur Telegram. Ok, c'est en français et en anglais ou Oui, il y a une version. Oui, exactement. Oui. Super, parce que ouais, je sais qu'on a beaucoup de nos collègues en France qui sont pas spécialement à l'aise avec l'anglais, et du coup, je pense qu'ils seront ravis d'avoir des personnes qui leur répondent en français sur le Telegram. Ah oui, oui. Exactement. Le Telegram français, francophone est d'ailleurs très très du coup, alors moi je pense que toi j'ai un décalage avec vous malheureusement, je crois. Non, on t'entend bien. Vous m'entendez, ok, super. Non, alors voilà, moi je voulais juste dire au cas où, parce qu'après je ne sais pas s'il y a encore des questions du côté de Doc ou pas. Est-ce que tu as pu poser toutes les questions que tu souhaitais, Doc, toi de ton côté, ou est-ce que tu as encore quelque chose? On va dire toutes les plus grosses questions, j'ai pu les poser, il n'y a pas de souci. Après, comme je te l'ai dit en coulisses, j'ai eu une nuit très courte la semaine. Je te laisse la main. Tu as eu une nuit très courte et puis Voilà, donc on va dire que j'ai posé la majeure partie de mes questions. Après, je pense qu'Anto me connaît, hein, quand je suis branché sur un projet, je peux poser beaucoup de questions. Après, malheureusement, je pense que la personne que j'aurais aimé taquiner sur la technique n'est pas là. Ouais. Mais en tout cas, voilà, je pense que vous avez apporté les réponses qu'il fallait à mes diverses questions. Vous n'avez pas bégayé, etc. quand je les ai posées, donc ça, c'est plutôt un bon signe. Et je vais te passer la main, Anto. Donc, tu as le son 30 secondes. Ou sinon, tu me mets un petit message et puis je te fais la bande-annonce de fermeture. Je vais essayer de le faire en 20 secondes, mais en tout cas, la seule chose que moi, du coup, je peux dire, et je vais le faire du coup très très court, c'est déjà un grand merci à Doc d'avoir participé ce soir, puis d'être venu justement poser des questions sur le projet. J'adore vraiment à chaque fois qu'il participe parce qu'il a toujours des très bonnes questions. Jean-Marc et puis Vane, bravo, parce que c'est pas toujours évident de répondre à Doc qui a toujours des très bonnes questions. Donc bravo à vous, vous avez fait un très
joli boulot. Et puis, Merci. merci beaucoup surtout pour votre patience ce soir avec les problèmes techniques qu'on a eu. On a quand même réussi à faire à peu près quelque chose. Donc, je suis assez content. Et aussi, merci à toute la patience des viewers, aux personnes qui sont en train de nous écouter du début jusqu'à la fin. Donc, vraiment superbe. La seule chose que je peux encore dire, c'est qu'en effet, on arrive gentiment à la fin de la ICO. Donc, si pour les personnes qui veulent s'intéresser un petit peu plus sur le projet, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les réseaux. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires directement. Donc, !art dans le chat, puis vous avez tous les liens. Et puis, la seule chose que je peux dire, c'est Doc, Jean-Marc et Vane. Merci encore une fois. Et puis, moi, je vous souhaite une excellente soirée. Courage encore avec tout le reste. Et puis, on se revoit, j'espère, tout bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. Merci et bravo à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les questions et merci pour le temps aussi. Magnifique. Excellente soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne nuit. Bye tout le monde. Merci. Ciao, ciao.